Toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, 36e journée de Ligue 1. On voit le bout de cette saison de l'OGC Nice 2022-2023. On y arrive petit à petit. On se retrouve ce soir bien pour parler du match qui a eu lieu donc hier après-midi entre l'OGC Nice et le TFC. Score nul 0-0. On va parler un peu du match, essayer de sortir quelques éléments, quelques constats aussi et parler on va dire du hors-foot, de tous les articles de presse, tout le contexte autour du club. Il y a des choses à évoquer, peut-être des désaccords aussi. Mais déjà, j'ai le plaisir, dans un premier temps, d'accueillir Romain qui fait son retour dans l'émission. Comment ça va, Romain? Ça va très bien. Par contre, un retour dans l'émission alors que j'étais là la semaine dernière, c'est chiant, quoi. Tu vois, quand tu te souviens plus qui t'invite, tu vois, c'est déjà on démarre sur des bases un peu pas très stables, quoi. Mais mais sinon, C'est un retour une semaine après, Romain, commence pas. non, non, mais ça va nickel. Comme tu dis, hein, vivement l'année prochaine. On a l'impression qu'on entend ça tous les ans, C'est et tous terrible. les ans c'est de pire en pire. Ouais, Donc vivement la saison prochaine. Là, cette fois-ci, on est vraiment sur un retour, celui de Jérémy dans le club Pancho. Comment ça va, Jérémy? Salut Pancho, salut à tous. Bah écoute, ça va, hein, comme tu dis, c'est dur, mais on se dit que c'est bientôt fini. Donc voilà, ça laisse espérer un mois un peu plus tranquille bientôt. On va pouvoir un peu se reposer de cette saison épuisante. Ouais, tu l'as dit, une saison pas comme les autres, hein. On commence à en avoir l'habitude, malheureusement. Mais on a un représentant toulousain qui va nous apporter un peu son positivisme après cette saison magnifique réalisée par le TFC. C'est Emmanuel, rédacteur desviolets.com, un média qui traite de toute l'actualité du TFC. Salut Emmanuel, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci pour l'invitation. Au plaisir, tu étais là lors du match aller, hein, un match aller qui s'était soldé par un match nul. C'était encore le début de saison. Il y avait tout plein d'espoir, tout plein de hype autour du retour, notamment de Lucien Favre à l'OGC Nice. Les choses ont changé. Voilà, 36e journée de Ligue 1. Messieurs, on va déjà parler de ce match rapidement. Peut-être dans un premier temps de la composition de l'OGC Nice avec euh, déjà une surprise, enfin une surprise par défaut, hein, mais déjà la titularisation d'Alexis Beka. C'était réclamé depuis un certain nombre de semaines, hein, au regard des blessures de Thuram et Ramzi. Beka a été titulaire, a joué une heure. Attal aussi de retour dans le 11 et Rosario aligné au milieu de terrain. Messieurs, déjà sur ces compositions, Romain, toi qui as vu le match en long et en large, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as pensé des choix des hommes de prime abord sur la composition? Bah, j'ai l'impression que je vais me répéter par rapport à la semaine dernière, parce que j'étais invité, hein, je me rappelle. Non, mais je vais me répéter un petit peu par rapport à la semaine dernière. C'est que, ouais, dans le 11, ce qui est dommage, c'est qu'on revoit pas un Reda. Content de voir un BK, mais comme tu dis, ouais, c'était par défaut. Mais bon, c'est des choix qui sont un peu incompréhensibles. De pas essayer d'utiliser Diop dans l'axe dès le départ, hein, je parle. Hmm. Voilà, c'est un petit peu dommage de pas tenter de toute manière. Maintenant, la saison, on le sait depuis un petit moment, elle est morte. Après, qu'est-ce que tu veux? Le 11, il n'y a pas de. Moi, franchement, hein, bon, j'étais pas au stade et j'ai pas vu le match en long en large, mais, euh, mais même la compo, le 11, ne me donne même pas envie d'aller voir le match. S'ils mettaient un peu plus de, je sais pas, un peu plus de nouveautés, peut-être que tu te dis, bon, bah, allez, je vais y aller, peut-être qu'on va revoir un peu du football, etc. Mais c'est sûr que là, bon, voilà, c'est une compo, on va dire, basique, avec une surprise, BK, peut-être à la place de Reda, mais bon, au bout d'un moment, un joueur que tu payes 10 millions, faut le faire jouer quand même un petit peu. Donc, voilà, mais sinon, pas de hype sur le 11, quoi.
Jérém, par rapport à ce match, bon, c'était pas le match le plus flamboyant auquel on ait eu le droit d'assister, hein, un match de pré-saison avant l'heure, avec très peu de rythme des deux côtés, une première mi-temps, on va dire, à l'avantage du TFC par rapport au nombre d'occasions eues, mais une deuxième mi-temps plus en faveur de l'OGC Nice. Un match nul qui semble assez logique. Toi, ton ressenti global par rapport à ce match, bon, on est quasiment sur sur une fin de saison. Est-ce que tu as t'as eu des enseignements particuliers à tirer de ce 0-0? Bah, déjà sur la compo, bon, je suis plutôt d'accord avec Romain. Content d'avoir vu BKBK. C'est bien qu'on ait pu enfin le voir. Il a quand même fallu beaucoup d'absents au milieu de terrain pour le voir. J'aurais beaucoup aimé voir un milieu de terrain Diop, BKBK, Boudaoui. Je pense que c'est un milieu de terrain qui peut être assez complémentaire et qui peut pas mal faire de belles choses. Bon, Diop, je pense il peut pas forcément encore débuter. Peut-être le prochain match, mais là, il pouvait pas encore débuter suite à sa longue blessure. Donc j'espère qu'on verra au prochain match un milieu Diop, BKBK, Boudaoui. Parce que bon, Rosario en 8, il a que le numéro 8, hein, mais c'est pas vraiment son poste. Je préfère quand il est un peu plus bas et dans l'axe, hein, je précise dans l'axe, pas à droite. Mais bon, après, voilà, sur le match en lui-même, c'est un match qu'on a vu tellement de fois cette saison, surtout la première mi-temps, où on joue trop doucement, il y a pas assez d'allant, pas assez de mobilité, notamment au milieu. Donc du coup, en fait, on a des attaquants qui essaient de proposer des solutions, qui courent beaucoup dans le vide et qui du coup après manquent de lucidité devant les buts, hein. Encore une fois, c'était une pléthore d'occasions loupées hier. Heureusement, après, il y a eu les entrées en seconde mi-temps qui ont fait beaucoup de bien. Et je pense que le fait que Diop soit élu homme du match alors qu'il a joué une demi-heure, c'est quand même révélateur et ça résume très bien le match. Parce que c'est lui qui a apporté un petit peu de folie au match. On a, comme par hasard, trouvé un peu plus Mofi devant. Il y a eu plus de combinaisons quand il est rentré. Donc j'ai hâte de voir un peu plus, par exemple, Diop jouer dans ce milieu et avec Mofi devant. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, moi, les deux choses positives que je retiens, c'est la titularisation de BKBK et cette fin de match où au moins on a mis un peu de jeu, on a eu quelques occasions, quelques situations. Donc c'était pas l'ennui total comme en première mi-temps notamment où vraiment c'était dur à regarder, quoi. Donc voilà, ça ressemble à tous les autres matchs. Je pense que les deux derniers matchs, ça sera aussi comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change malheureusement. C'est quasiment toujours les mêmes joueurs qui jouent et qui n'ont pas forcément la motivation et on leur donne pas forcément aussi non plus la motivation de faire plus. Donc bon, voilà, moi j'attends que ça se finisse. J'espère juste voir quelques joueurs un peu comme Belayan aussi avoir du temps de jeu pour qu'ils progressent. Parce que je pense que ça va être important d'avoir quand même certains joueurs qui connaissent déjà, des jeunes joueurs qui connaissent déjà pas mal la Ligue 1 en vue de la saison prochaine parce qu'on ne sait pas trop de quoi sera fait le mercato. Euh, donc, euh, donc voilà, moi c'est un sentiment un peu mitigé sur ce match. Ça aurait été bien qu'on gagne à la fin pour avoir Hmm. un sentiment un peu plus heureux parce que je pense qu'il y avait largement la place de gagner parce qu'en fin de match, Toulouse était un petit peu... bon, ils sont pas en roue libre depuis qu'ils ont gagné la Coupe de France, mais tu vois qu'ils sont un peu moins concernés, ils sont un peu moins motivés Hmm. que les matchs d'avant. Donc je pense qu'il y avait quand même la place de faire mieux, mais notre gros point noir, c'est ces occasions manquées depuis longtemps, un gros point faible. Donc j'espère que ça va changer. Mais bon. Emmanuel, le TFC en roue libre sur cette fin de saison, un enchaînement de 3 ou 4 matchs de mémoire sans marquer de but. Comment tu analyses un peu cette fin de saison côté TFC? L'essentiel est acquis et il y a cette grosse cerise sur le gâteau qui est cette Coupe de France. Ouais, c'est ça. Bah, la saison, elle est réussie déjà depuis la victoire en Coupe de France. On savait plus ou moins qu'on était déjà maintenu à ce moment-là. Donc là, on a enchaîné 4 matchs qui n'avaient pas grand intérêt pour nous, à part d'aller jouer peut-être la 12e, 11e place au mieux. Mais donc, c'est pas hyper enthousiasmant non plus. Et du coup, ouais, on a perdu 1-0 contre Lens en faisant un match plutôt correct. Et après, on a enchaîné 3 nuls de suite. Donc, et 3-0-0 de suite. Ce qui est arrivé, je crois, que c'était 67 au club. Donc, rien de très trépidant. Mais bon, en même temps, on perd pas non plus. Mais je pense qu'on a pas mal de joueurs aussi qui sont un peu sur la retenue parce qu'ils disent qu'ils peuvent négocier
transfert cet été et qui ne veulent pas se blesser. Ou alors, parfois, on fait carrément tourner, comme c'était un petit peu le cas là contre Nice, où on n'avait pas l'équipe type. Mais les joueurs qu'on fait jouer sont pas capables de prendre la relève de ceux qui vont partir. Et du coup, ça se ressent, quoi. Ça a beaucoup sur la qualité du jeu. Alors ouais, Emmanuel, la communication, elle est très très mauvaise de notre côté. Je sais pas si tu nous entends, mais en tout cas, je t'invite à ressortir de la room et à re-rentrer pour qu'on puisse mieux t'entendre. Moi, je vous entends. Du coup, les gars, on va rebondir un peu sur le match. Jérém, tu parlais des entrants. Concrètement, ça a été un vecteur essentiel de ce match-là. Oui, tu parlais de Diop, une des satisfactions. Qu'est-ce que tu as pensé aussi du retour dans le 11 de Youssef Attal, qui revenait dans le 11? Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été titulaire. Une heure de jeu, on sait qu'il peut apporter toujours cette fougue et ces dribbles qui provoquent et permettent de gagner les 1 contre 1. Euh, Ton avis sur ces 60 minutes et l'intérêt finalement pour le club aujourd'hui? Est-ce qu'il est purement commercial dans l'intérêt de le valoriser, ou il y a encore un avenir pour Youssef Attal au l'OGC Nice, alors que l'été dernier on se disait déjà que peut-être que c'était l'année de trop. Finalement on en revient au même point. Ton avis là-dessus? Moi, c'est difficile à dire. Je trouve qu'il a fait une heure de jeu assez commune. Enfin, depuis qu'ils sont autour de blessures, il fait pas de mauvais matchs, mais c'est pas flamboyant non plus. Il se contente déjà de bien défendre, ce qui est bien. Après, offensivement, il apporte un peu de temps en temps, mais bien sûr, on l'a connu quand même beaucoup, enfin, meilleur dans ses interventions. Donc voilà, un assez bon match de sa part. Après, sur son avenir, bon, moi je pense que là on le fait jouer aussi parce que bon, déjà pour il se remette un peu en forme et voir aussi s'il y a des équipes intéressées sur le mercato, parce qu'il me semble qu'il lui reste qu'un an de contrat. Donc, du coup, à voir si des équipes sont intéressées. Après, pour moi, non, par contre, sur l'aspect s'il continue chez nous, pour moi, c'est non. Ça fait trop d'années, trop de saisons qu'il se blesse trop souvent, on le sait. Et à chaque fois, en fin de saison, là, j'espère qu'on va pas nous faire la. Ah non, non, mais là, cette fois, c'est bon, on a confiance. On a confiance, il va revenir, il va pas se blesser. J'ai l'impression qu'on l'a à chaque saison, ça. Donc là, j'espère qu'on va pas l'avoir. Je pense on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour le mettre dans les meilleures conditions. C'est un super joueur, moi, je l'aime beaucoup, mais malheureusement, avec ses blessures, c'est pas possible. On doit compter sur plusieurs latéraux. On a encore eu ce problème-là cette année avec les latéraux. Donc, j'espère qu'on a retenu quand même les leçons de ce côté-là. Donc, sinon, après, voilà, son match, c'était pas mal, mais sans plus, quoi. Emmanuel est de retour. Donc tu disais qu'il y avait quand même pas mal d'absence sur ce match-là. Un contre-coup un peu de cette belle victoire en finale de Coupe de France. On sent aussi, alors je peux peut-être me tromper, que le TFC est peut-être à une fin de cycle, ou alors ça va être un été questionnant aussi pour un certain nombre de joueurs. On sait que Vandenbomen risque fortement de partir. Comment tu analyses un peu cet été? Ça va être aussi valorisant de jouer l'Europe pour attirer peut-être un certain nombre de joueurs. On sait qu'il y a un jeune joueur qui a signé la semaine dernière chez vous, un ancien de la Masia, si je ne dis pas de bêtises. Ton avis un peu sur l'intérêt, l'importance de cet été avec la prolongation de certains joueurs. Comment tu le sens et comment tu penses que ça va se passer? Alors, on t'entend pas, Emmanuel. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, vas-y. Ok. Oui, bah, je disais qu'il y avait effectivement pas mal de raisons d'être inquiet parce qu'en fait, on va probablement perdre nos titulaires au milieu, qui Mhm. sont vraiment la plaque tournante de notre équipe depuis 2020. Et, euh, et donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. On n'a toujours pas non plus prolongé Dupé, qui est notre gardien titulaire et indiscutable à cette heure.
Donc ça fait vraiment beaucoup d'incertitudes et en plus on va devoir quand même faire grossir un peu l'effectif cet été vu qu'on a la Coupe d'Europe à gérer. Donc je ne sais pas trop comment on compte gérer ça. Ça fait des mois qu'on attend ces prolongations et qu'elles n'arrivent pas. En même temps, on a tendance à faire confiance à la direction parce que tous les étés, on a été inquiet de voir un tournant dans la construction de l'effectif. Ça s'est toujours bien passé parce qu'on a fait les pioches, mais il y a quand même déjà la deuxième saison en Ligue 1 à gérer. Et puis cette Coupe d'Europe. Donc moi, je suis assez inquiet, mais en même temps, on a une telle confiance dans ce qu'a fait la direction jusque-là que c'est difficile de ne pas non plus se dire que ça va le faire. Mhm. Pour, du coup, l'année prochaine, alors, je voulais aussi parler d'un sujet concernant le match. Là, ça concerne plutôt les tribunes. Romain, tu as suivi un peu, on va dire, les communiqués de la BSN et des Northside sur ce match. Donc, grève d'encouragement, probablement aussi des actions qui auront lieu lors du dernier match à domicile contre Lyon. Il y avait, on était sur l'une des pires affluences de la saison à l'Alliance, si ce n'est peut-être la pire. On sent vraiment que entre les supporters et le club, il y a une cassure. Et on parlait en off justement du décalage entre ces annonces-là de la direction à tir à l'arigot avec des annonces pour sublimer le projet. Et finalement, on s'aperçoit que encore une année, on nous dit qu'on va viser très haut, mais la gestion, elle pose question. La question est de savoir, est-ce que tu comprends aujourd'hui le positionnement des supporters sur ces grèves d'encouragement, sur le match de Toulouse et celui de Lyon? Après, comment ne pas les comprendre? C'est évident. En gros, là, les dirigeants, ils sont en train de faire ce qu'ils font avec la plupart des entraîneurs, c'est-à-dire à vendre un projet de psychopathe. Mais aujourd'hui, on n'en voit pas la couleur, quoi. Donc c'est bien beau, les paroles, etc. Mais au bout d'un moment, si tu restes lucide, et d'ailleurs Dante l'a très bien dit dans son analyse de fin de match, et je trouve qu'il dit tout en fait dans son interview, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu essayes de vendre du rêve, donc il faut pas s'étonner que les supporters, au bout d'un moment, ils se braquent quand on entend, ouais, l'année prochaine, on vise la Ligue des Champions, et même plus haut. Donc ça, c'était une phrase de Favre. Mais si, comme je disais en off, si lui la sort, cette phrase, c'est qu'il a reçu des garanties. Au bout d'un moment, il va pas la sortir comme ça, sans rien, sans avoir d'argument, quoi. Donc on lui a dit qu'il allait avoir certaines garanties, que ce soit financière, sur les joueurs, etc. Mais en contrepartie, tu nommes pas de directeur sportif dès le départ, Fournier qui se barre avant septembre, enfin bref, c'était l'anarchie. Et aujourd'hui, en fait, tu essayes de vendre du rêve aux supporters, mais au bout d'un moment, ça passe plus, quoi. On a eu l'année dernière, et on a eu la chance d'avoir cette finale de Coupe de France, même si elle a été ratée, mais ça nous a tenu en haleine, on va dire, jusqu'au mois de mai, avec les résultats qu'on connaît qui ont été cataclysmiques jusque-là. Le triplé de Delors à la fin, voilà, ça, on va dire que ça met un peu des paillettes à la saison, même si on visait un peu plus haut. Et voilà, en fait, on en a marre, quoi. Les beaux discours, c'est sympa. Même moi, hein, moi, ça fait depuis des années, j'arrête pas de dire, ouais, l'année prochaine, ça va être autre chose. Mais en fait, j'y crois plus. J'y crois plus. Quand l'année dernière, je te disais les quelques infos que j'avais, ça sortait quand même de la bouche de River, quoi. Donc en fait, même en off, il ment à ses meilleurs amis. Enfin, c'est tout ça pour dire que tu sais plus sur quel pied danser et au bout d'un moment, les supporters, quand tu les prends pour des cons, et que ça soit des supporters de la BSN, enfin, n'importe quelle tribune, on va dire, même moi qui fais plus partie de la populaire, mais en fait, au bout d'un moment, on en a marre. Il y a un gros ras-le-bol et c'est, c'est la déception en fait qui prime avant tout. Moi, je peux voir mon équipe mal jouer. Bon, bah écoute, tant pis, mais si déjà tu te donnes sur le terrain
voilà, c'est déjà un moindre mal. Mais aujourd'hui, t'as rien, quoi. T'as rien et t'as un coach qui défend bec et ongle ses joueurs. Je veux bien qu'il soit proche de ses joueurs, je l'aime beaucoup, mais au bout d'un moment, voilà, faut dire les choses. Et pareil pour l'affaire Galtier, tout le monde dit ouais, l'affaire Galtier, ça nous a impacté dans le groupe, etc. Ah ben, au bout d'un moment, arrête de te chier dessus, tu parles, parle. Hmm. Et au moins, bah voilà, comme ça, tu te mets à nu. Ou sinon, le président qui prenne un peu ses couilles et qui mette un holà dans tout ça. Mais c'est ce qu'il a dit à demi-mot Dante. Au bout d'un moment, si t'es pas soutenu par ton président, s'il monte pas un petit peu au créneau et qu'il arrive à mettre des limites au niveau de la presse, enfin bref. Mais au bout d'un moment, il faut que quelqu'un recadre tout ça. Mais voilà, donc oui, avec tout ça, ouais, je comprends largement les supporters. Et je suis même content que les joueurs eux-mêmes et le staff et l'équipe dirigeante sentent toute cette frustration que peuvent nourrir tous les supporters, quoi. Finalement, on a l'impression, Jérémy, que on récolte les fruits de plusieurs années où on nous a vendu monts et merveilles et qu'on s'aperçoit, voilà, à la fin de la quatrième saison, que on a changé combien? Quatre cinq fois d'entraîneur, qu'on n'a aucune stabilité, que l'événement qui aurait pu nous permettre de franchir ce cap-là cette saison, on l'a complètement foiré. Finalement, et ce qui est criant aujourd'hui, c'est pour prendre notre championnat, hein. Tu as des équipes avec moins de moyens qui travaillent beaucoup mieux. Toulouse en fait partie. Et la différence, elle est criante. Alors, bon, ton avis par rapport à tout ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il y a beaucoup d'éléments que nous a dit Romain. Mais déjà, peut-être le point de départ, la sortie médiatique de Dante. Dante qui nous a habitués des fois et peut-être même trop à ses déclarations lisses à la fin d'un match, arriver à sortir ça, déjà c'est pas dans ses habitudes, mais déjà s'il le fait, c'est qu'il sent que la trajectoire qui est prise actuellement, elle est pas nouvelle et elle est peut-être pas différente de celle qu'il y a eu l'été dernier. Est-ce qu'on est-ce qu'on doit être inquiet plus que d'habitude, ton ressenti par rapport à ça? La déclaration de Dante, je trouve que c'est intéressant parce que justement, comme on l'a dit, c'est un joueur qui a toujours été assez lisse dans ses déclarations, qui n'a pas trop voulu faire de vagues. Je pense souvent à raison parce que ça servait à rien d'en rajouter. Par contre, là, je trouve que c'est bien qu'il ait un petit peu mis pas cette pression-là, mais qu'il a un petit peu essayé de réveiller tout le monde parce que là, on est quand même dans une situation qui est en train de tendre tout le monde et à force que enfin, ça tend tout le monde et ça va arriver à une situation qui peut être très compliquée, plus qu'elle ne l'est déjà. Donc, je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, apparemment, on a eu des échos comme quoi, en fait, avec Florent Wieselfil, le discours n'est pas rompu. Enfin, il y a eu apparemment des choses rassurantes, comme par hasard, un jour après cette déclaration-là. Je pense que c'est bien de la part de Dante et en fait, comment dire, ça fait quelques matchs que je le vois un peu plus tendu sur le terrain, un peu plus énervé sur certaines phases de jeu. On voit qu'il râle beaucoup plus qu'avant. Donc je pense qu'il en a un petit peu ras-le-bol aussi que la situation soit la même, pas depuis cette saison, mais depuis un moment où on joue pas bien, où on n'arrive pas à produire du jeu, où on est quand même décevant la plupart du temps, à part quelques éclaircies qu'on a pu avoir. À chaque fois qu'on a pu passer un cap, comme tu l'as dit, on n'a pas pu le faire. Et surtout, on n'a pas pu le faire. Ce qui est gênant, c'est dans la manière. L'année dernière, la finale de Coupe de France, on a été surtout frustré parce qu'on a l'impression qu'on l'a pas joué. Le quart de finale de Coupe d'Europe contre Bâle, tu le perds sur un quart d'heure parce que tu fais n'importe quoi sur un quart d'heure, alors qu'avant, bon, sans être incroyable, tu maîtrises un match face à une équipe que tu aurais dû largement battre. Donc c'est toujours beaucoup de frustration. Et c'est sûr que la frustration, au bout d'un moment, ça génère ce genre de situation-là. Alors d'un côté, je suis bien sûr pour le fait de supporter le club, que ce soit dans les moments compliqués, les moments faciles. De toute façon, dans supporter, hein, supporter, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on soit toujours là. Après, le fait aussi de montrer le mécontentement, je trouve que c'est une bonne chose. On en avait parlé avec Florian, d'ailleurs, sur une des émissions qu'on avait fait ensemble, sur l'exigence qu'on va avoir. Enfin, dans les grands clubs de notre championnat,
tu gagnes pas 2 matchs d'affilée, ça commence à râler. Et c'est normal, parce que si tu es un grand club, t'es pas censé perdre beaucoup de matchs. Donc bon, il faut être aussi exigeant, mais il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Hmm. Donc d'un côté, je le comprends. Donc voilà, la déclaration de Dante, moi je suis d'accord et je trouve que c'est bien. C'est bien qu'enfin quelqu'un parle et dise vraiment les choses. Stop un petit peu là les discours toujours lisses, les discours toujours non mais tout va bien ou à côté de la plaque, hein, qui répondent pas aux questions. Par contre, je ne sais pas si on va en parler, mais moi la déclaration d'Igor me gêne un peu plus hier. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense comme la plupart des supporters, où je trouve que dans ses déclarations sur les derniers matchs, moi je l'avais quand même soutenu, mais là je trouve c'est pas qu'il est un peu hors sujet, mais on voit qu'il commence un peu à avoir du mal et je pense qu'il attend avec impatience la fin de saison lui aussi, quoi. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est bien que Dante ait parlé et j'espère que ça va suivre parce que la situation est un peu trop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de communication à tous les étages, que ce soit dans le club ou entre le club et les supporters. C'est un petit peu dommage. Donc il faut que ça bouge à un moment donné et que ça change parce que là, ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Ouais, tu disais un manque de communication, ça complète un peu ce que disait Romain. Finalement, c'est pas tant un manque de communication, mais c'est surtout une bonne communication, parce que la communication, elle a eu lieu hein, l'été dernier, lorsque Ratcliffe a fait son communiqué, etc., pour calmer un peu l'incendie. Mais finalement, ce qu'a dit Dante aussi, c'est moins de paroles, plus d'actes. Et quand le capitaine du club, qui est présent depuis, qui est le plus ancien de l'effectif, monte au créneau pour dénoncer ça avec une référence à l'été dernier, c'est rassurant d'une certaine part de le voir accomplir cette mission de capitaine. Et en même temps, tu te dis, non mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On est fin mai. La reprise la reprise de l'entraînement, c'est quoi? C'est dans un mois, puisque Favre est arrivé fin juin, ou alors peut-être début juillet. Enfin bref, tout l'effectif se prépare maintenant pour l'année prochaine. Donc c'est très très questionnant. Euh, Tu as parlé également de la déclaration, Jérémy, de Digard. Alors Romain, je ne sais pas si tu l'as lu, cette déclaration-là. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est dur maintenant de lui trouver des excuses, hein, comme disait Jérémy. En fait, là, on est en train de voir bah voilà, les carences qu'il peut avoir dans la communication, etc. Quand t'es coach, c'est pas la même communication que quand t'as été capitaine, etc. Et au bout d'un moment, ouais, il y a certaines choses, mais après, il apprend, hein, et tant mieux. Là, pour moi, cette saison, ça l'a fait grandir en tant que coach, et je pense que ça va énormément lui servir. Mais par contre, c'est vrai que ces déclarations sont de plus en plus lunaires, quoi. Donc, je veux bien que tu protèges ton groupe, mais encore une fois, on est dans un problème de communication dans ce club. Donc, je dis pas que c'est lui qui doit sortir des sentiers battus pour tirer un peu sur tout le monde, etc. Mais au bout d'un moment, enfin voilà, tu peux pas sortir une déclaration et quasiment en vouloir aux supporters et dire ouais, je comprends pas. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Tu peux pas avoir ce genre de discours après les désillusions qu'on a eues cette saison. C'est quand même lui, pareil, hein, dans sa communication, qui a dit ouais, nous on va aller chercher l'Europe. Enfin, je sais plus s'il l'avait dit clairement, mais bon, il l'avait dit à trois quarts de mots. Donc, au bout d'un moment, bah, c'est le retour de Manivelle et tu te le prends en pleine gueule. Et c'est le jeu, c'est le jeu. Donc après, il faut assumer aussi et dire bah voilà, je peux comprendre la déception des supporters parce qu'on n'a pas été au niveau, on a été en dessous des objectifs. Mais voilà, ne pas toujours se trouver des excuses pour pouvoir un peu voilà, sauver sa gueule et sauver ce qu'il a fait depuis janvier. Mais Et après, par ouais, contre, pardon, hein, je fais vas-y, parce vas-y. qu'il a parlé d'un truc important. C'était Menikini, je crois, ouais, qui était sur France Bleu Azur. Et Nice Matin aussi. Pourtant, je les aime beaucoup, hein, les deux. Ils sont, enfin voilà, dès que tu veux leur parler, ils te parlent. Ils sont très gentils, Bursey et Menikini. Mais au bout d'un moment, c'est pour sortir des papiers de 2 pages en disant ouais, Ghisolfi, il est plus en odeur de sainteté et il n'est pas écouté, etc. Pour qu'une semaine après, donc ça te fout un petit bordel dans le club
en plus de l'affaire Galtier, pour qu'une semaine après, on te dise oh non, non, finalement, Ghisolfi, non, non, il est vachement écouté, il n'y a pas de problème interne, alors qu'ils ont remué la merde la semaine dernière. Au bout d'un moment, c'est soit tu sais rien et tu la fermes, soit bah, tu sais certaines choses et tu dis pas l'inverse une semaine après sur la radio France Bleu Azur. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule à ce niveau-là. Ok, le coup de gueule est passé. Alors Emmanuel, je ne sais pas si tu nous entends bien. Apparemment, la communication est revenue. Si tu as suivi un peu le débat suite aux déclarations de Dante et de Digard et globalement sur le projet de l'OGC Nice. En tant que suiveur du TFC et du foot français de manière générale, est-ce que, on va dire, cet agacement dont on fait part, tu la comprends, toi de l'extérieur, quel est ton regard sur Ineos à l'OGC Nice? Est-ce que on fait preuve d'impatience? Enfin, concrètement, est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti par rapport à ça? Ok, alors on t'entend pas du tout, Emmanuel. C'est bien dommage. On aurait bien aimé Moi, avoir. j'aurais tendance à dire que Roger sent à sentir quelle forme il prend au bout de. Oula. Ok. Euh, je vais prendre la décision pas évidente, totalement délibérée de te ressortir de la room. Je suis désolé, Emmanuel. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir ton avis, mais là, on t'entend vraiment très très mal. C'est dur. La connexion Internet est sacrément mauvaise. C'est fort dommageable. Concernant on était sur les déclarations de Didier Digard. Moi, ce qui m'a aussi étonné, c'est finalement l'espèce de contradiction entre ce qu'a pu dire Dante et ce qu'a pu dire Digard. Digard qui, on le rappelle ouvertement, ne comprenait pas pourquoi les joueurs, enfin plutôt les supporters n'étaient pas venus encourager leur équipe, qu'ils n'avaient jamais connu ça à Nice, même étant joueur et capitaine. Euh, Bon, est-ce qu'on peut y voir un Digard déjà peut-être un peu délaissé par la direction Ineos, Jérémy? Est-ce que Digard peut-être sait que son sort d'une certaine façon est scellé et qu'il ne pourra rien faire pour changer sa situation? Est-ce que c'est un aveu de désespoir? C'est dur à dire. Enfin, je sais pas dire. Je pense que oui, on va pas continuer avec lui en tant qu'entraîneur numéro un. Après, je sais pas si c'est un rapport avec ses déclarations. Enfin, moi, en tout cas, ce que je trouve depuis quelque temps, c'est que les déclarations, elles vont pas dans le même sens à chaque fois. C'est un peu bizarre. Au tout début, quand le premier match contre Montpellier, c'était j'accepterai pas moins que ça. Bon, on s'attendait pas à gagner tous les matchs 7-0 du coup, hein, loin de là, mais moi, en termes d'investissement et d'envie, je pensais pas qu'on en arriverait là. Et bon, le dernier match contre Strasbourg, ça a été justement, il a un petit peu plus tensé les joueurs en disant qu'il accepterait pas de revoir ces choses-là. Et puis entre-temps, il n'arrête pas de les protéger en disant que c'est plutôt la faute des supporters, on n'est pas patient, enfin, je veux dire, à un moment aussi, il faut voir que nous, ça fait quand même pas mal de saisons maintenant que vraiment, outre les résultats qui sont pas forcément super mauvais, on finit pas 15e chaque année. C'est pas le souci, c'est plutôt le jeu que tu produis et surtout le manque de stabilité dans le club qui est très lassant. Enfin, moi, honnêtement, ce qui me lasse, c'est qu'on a, comme disait Dante, on change beaucoup de fois de joueurs, d'entraîneurs. Je crois que ça va être je sais plus combien ça fait d'entraîneurs depuis les belles années Favre, on va dire, mais ça fait quand même beaucoup trop pour construire quelque chose. Et au bout d'un moment, c'est pénible, surtout que tu as l'impression de devoir repartir sur un cycle à chaque fois. Au bout d'un moment, tu perds un peu la confiance et c'est normal. Même, c'est comment dire, même pas, je trouve pas le mot, mais c'est normal de plus avoir cette confiance-là. Donc il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, justement, les supporters qui les ont soutenus il y a 10 ans quand lui jouait, c'est parce qu'on avait une équipe sur le terrain, mais qui donnait tout ce qu'elle avait, quoi.
Et moi, j'ai grandi avec une équipe où il y avait Florent Balmont, Marama Verua, Kikone, Cyril Roll. C'était pas les mêmes résultats, quoique, c'était pas loin. Mais enfin, au moins, tu finissais le match, tu savais que tu avais tout donné, quoi. Et nous, c'est ce qu'on veut à Nice, et c'est ce qu'on veut de base dans le foot aussi, c'est d'avoir des joueurs qui se battent sur le terrain. Et moi, je suis désolé, on l'a trop peu vu cette année. Et s'ils en sont pas conscients, c'est inquiétant. Moi, il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie dans cette équipe, mais je veux dire, dans l'engagement, dans l'envie, c'est pas suffisant, c'est clairement pas suffisant, surtout quand tu veux jouer le haut du tableau. Et il faut qu'à un moment donné, aussi, on leur dise, on leur montre que nous, on n'est pas contents. Et si à Nice, on en arrive à ce que la Populaire Sud, notamment, demande à ce qu'il y ait plus d'encouragement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, hein. Parce que la Populaire Sud, quand même, ils ont toujours été là. Et là, c'est pas qu'ils vont plus être là du tout, c'est juste qu'ils montrent leur mécontentement sur un ou deux matchs. Donc, c'est pas non plus la fin de tout. Mais je pense que c'est important, comme les déclarations de Dante, de montrer un peu de mécontentement et de montrer qu'on a envie aussi que les choses changent. Et aussi de retrouver un club, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un peu plus de communication avec le club, un peu plus de vie avec le club. C'est pas parce que tu as deux, trois événements de temps en temps avec le club que c'est suffisant. Donc il faut un peu renouer ce contact-là. Je crois que les Northside, dans leur communiqué, disaient qu'ils n'étaient pas forcément aidés par le club pour l'instant, et c'est dommage parce qu'ils ont plutôt envie de faire des bonnes choses, j'ai l'impression, et de répondre un peu à la populaire sud, comme ils ont fait contre Bâle notamment. C'est très sympa. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que d'un côté, oui, c'est mon Gilles, ma famille, les supporters, c'est important, mais c'est de moins en moins, en fait, on dirait. Avant, ça l'était, et notamment il y a quelques années, quand Jean-Pierre River était à la tête du club, lui tout seul, il trouvait ça important, il avait compris que c'était important, et c'était très, très bien de sa part. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a Ineos, quand même, petit à petit, c'est de plus en plus froid, en fait. C'est de plus en plus froid et bizarrement moins structuré. Donc, du coup, c'est frustrant et énervant pour tout le monde. Et même, je pense que pour les gens qui travaillent au club, c'est pas forcément, j'en sais rien, mais je pense que ça doit pas forcément être évident parfois aussi de voir ça. Donc la déclaration d'Igor, moi, je suis pas super fan de ces déclarations-là, surtout de dire on est Nice, on n'est pas Manchester City, on peut passer au travers. C'est pas le sujet, bien sûr qu'on n'est pas Manchester City. On On ne le demande pas à saurait. gagner 4-0 tous les matchs, et on ne Ouais. demande pas à Mofi de faire comme Haaland, de mettre un triplé tous les matchs, hein. C'est pas ça. Et puis bon, City, ils ont recruté un entraîneur qui est là, un des meilleurs au monde, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années. Et les joueurs, ils en recrutent peut-être un ou deux par an, mais ça ne change pas tout le temps, hein. Donc voilà. Et le fait de dire on passe pas au travers, enfin on peut passer au travers, bien sûr, ça peut arriver. Mais si on compte le nombre de fois où on est passé au travers rien que cette saison ou cette demi-saison, Mm. c'est beaucoup trop. Donc bon, voilà, il faut trouver un équilibre encore une fois entre tout ça, mais je pense que Didier Digard il commence à être un peu fatigué aussi par tout ça, et qu'il a du mal. Bertigno nous dit concernant la communication de Digard, communication très fébrile, je vais y arriver. De sa part, il faut arrêter de se cacher et que les gens au club voient la réalité en face. Fini les discours de vitrine. Je pense que c'est à peu près le propos. Bon. C'est pas extrêmement rassurant. On parle aussi de River. Romain, par rapport à tout ça, oui, Digard a su réveiller un peu ce groupe qui était complètement en perdition au cours du mois de janvier. Il nous a permis d'y croire, d'espérer une fin de saison déjà très mal embarquée. Donc déjà par rapport à ça, chapeau à lui. Avec cette série d'invincibilité qui peut-être nous a fait plus de mal qu'autre chose. Néanmoins, je pense que l'année dernière, en finale de Coupe de France et en quart de finale de Coupe d'Europe, si tu as un projet sur 2-3 ans, comme dit Dante, avec des joueurs qui se connaissent, avec un collectif huilé, avec un coach qui est là aussi et qui connaît son groupe, tu ne fais pas la finale que tu fais l'année dernière, tu la perds peut-être, mais tu ne produis pas une bouillie pareille. Et ce quart de finale-là, tu ne le perds pas dans les 15 dernières minutes. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est un peu l'effet papillon finalement, hein. Si le club est géré différemment à l'instant T avec le même parcours, je ne suis pas sûr que ça se termine de la même façon. Euh,
On n'a pas parlé aussi d'une autre déclaration, enfin c'est pas réellement une déclaration, mais c'est plutôt un article qui avait mis un peu le feu aux poudres quelques jours avant la rencontre. Ça concerne notre cher Kasper Schmeichel, qui est bien en écho à l'article de septembre de début d'année, de début de saison plutôt, voilà, fait état d'un traitement un peu à part, des séances un peu squeezées, un comportement un peu trop à l'écart et une prise de droit et d'initiative qui ne correspondent pas au traitement des autres joueurs. Euh, Romain, par rapport à ça, est-ce que le club n'est pas coupable justement, je t'inverse un peu la question, est-ce qu'il n'est pas coupable de tolérer qu'un joueur, si c'est vérifié, agisse de cette manière-là dans le club? Est-ce que c'est pas ça réellement le problème? Ah mais oui, ah mais oui, carrément. Et tout ce qui est dit dans cet article, c'est vrai. C'est-à-dire que Schmeichel, depuis le début de la saison, il s'entraîne quand il veut, il arrête l'entraînement quand il veut. Donc il monte manger avant tout le monde, il part avant tout le monde. En fait, il part, il a fini de manger quand les autres ont fini l'entraînement et vont manger. Aujourd'hui, je me c'est même lunaire en fait. C'est-à-dire que tu donnes carte blanche à un gardien qui n'a rien montré sur les 6 premiers mois, qui a montré un peu plus sur la deuxième partie de saison, mais qui n'est pas non plus, enfin, c'est pas non plus fou furieux quoi les prestations qu'il peut faire. Et ouais, c'est là où on voit que le club, il prend vraiment pas une bonne direction. Et quand en plus on entend, ouais, Casper, il fait un peu ce qu'il veut, soit il a une meilleure offre, soit bon bah s'il veut rester, c'est-à-dire que s'il n'a pas de meilleure offre, il peut rester au club. Mais attends, mais moi je suis Ratcliffe avec mes milliards là. Tu sais comment je te le mets à Pôle Emploi, aller voir Sky? Je te le balance direct. C'est inconcevable pour un club comme Nice ou même pour tout club, mais surtout pour Nice où on a toujours prôné l'envie, le dépassement de soi, le club, bah, comme disait tout à l'heure Jérémy, un club familial, etc. Et tu te prends une petite starlette comme ça et en plus qui montre rien, à la limite, et encore je le cautionnerai pas, hein. Mais le mec, c'est un monstre. Voilà, il te sauve la saison. Il est à tous les matchs, il est irréprochable, etc. Allez, ça peut passer. Mais quand tu sais, comme il a été décrié en début de saison, etc. Bah attends, tu m'étonnes que dans le vestiaire, il n'y a rien qui va, quoi. En fait, ce vestiaire, c'est de la merde en barre. Et ça me fait penser un petit peu à ce que disait Guessant quand il est parti. Hmm. Et même moi, je suis tombé dessus. Mais quand il avait dit, ouais, ça fait plaisir de retrouver un vestiaire un peu plus familial. Et nous, on s'est tous offusqués à dire, attends, mais le mec, c'est parce que juste il n'avait pas sa place, etc. Mais en fait, il a totalement raison. Il a totalement raison. Tu captes? Et le mec, il voit Schmeichel faire ça. Enfin, je dis Schmeichel, mais tu sens le mauvais move que peut installer Ineos au sein du club. Donc j'espère que River, au bout d'un moment, il va reprendre un peu les rênes de son club, parce que même s'il y a un actionnaire, pour l'instant, c'est toujours lui le président, et que Bocquet et Ghisolfi, ils fassent leur taf et qu'ils le fassent bien et qu'ils aient les mains libres pour pouvoir créer un projet, pour pouvoir créer une osmose, pour pouvoir créer quelque chose. Mais si Ghisolfi décide de dégager Schmeichel ou peut-être le futur entraîneur dire non, Schmeichel il va sur le banc, mais que tu as Radcliffe qui, ou l'autre là, le vélocipède là, Braceford, et qui te dit non, 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 lui il faut le faire jouer et il faut qu'il prenne son 4 heures et les entraînements d'avant-match, il faut qu'il fasse juste 5 minutes et après il va dans les vestiaires. Non, c'est pas possible. Il faut que vraiment il y ait un projet qui soit Hmm. centré et que les personnes qui peuvent avoir un impact et une influence, ils puissent, bah, voilà, ils puissent gérer le club comme ils le souhaitent, comme ils le pensent, pour pouvoir nous faire progresser. Parce que là, clairement, on file plus vers le bas que vers le haut, en ayant des attitudes comme ça, quoi.
finalement, Jérémy, on récolte aussi les fruits d'un travail un peu bancal l'été dernier, hein. Tu recrutes un peu à la va-vite des joueurs parce que tu as des manques, mais tu récupères Schmeichel parce que tu ne peux pas récupérer Sommer, tu récupères Ramsey, tu récupères Barkley, un peu des têtes de gondole. Mais c'est ça aussi, finalement, tu n'as pas de direction sportive qui gère tout ça, tu empiles un peu des joueurs, seulement une équipe, un groupe, c'est de la cohésion, c'est de l'entente. C'est le mental et on n'a pas l'impression aujourd'hui que Schmeichel correspond à ce qu'on peut attendre d'un joueur à l'OGC Nice. Alors oui, beaucoup vont nous parler de ses performances, du fait qu'il ait été 2 fois aiglon du mois, très bien. Son début d'année 2023, au même titre que l'équipe, il est satisfaisant, il arrive à être décisif, mais c'est trop peu sur une saison, trop peu pour une saison, et encore, il a de bonnes stats, puisqu'on est toujours, je crois, la deuxième meilleure défense du pays, donc faudrait pas non plus que cet appui statistique puisse jouer en sa faveur, parce que clairement, je pense que ça ne fit pas, et ça n'a jamais fité vraiment dans le club, et de voir que un joueur tel qu'il soit puisse avoir ses passes droits, puisse avoir une relation directe peut-être avec Ineos, être mieux loti que certains, bah, c'est pas étonnant que le club, voilà, comme l'a dit Romain, ne prenne pas une bonne direction. Moi, Jérémy, j'avais besoin de ton avis. Romain parle beaucoup de River. Bon, alors, tu sous-entends sans doute, Romain, que ça bougera si River met le nez un peu dans certaines choses, peut-être. Maintenant, River, le dernier coup de River, c'est quand même le retour de Lucien Favre. On sait que bon, ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons, hein. Il n'est pas le seul responsable. Seulement, Ineos est en droit peut-être, Jérémy, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais de prendre un peu la main sur certains dossiers, notamment l'entraîneur, parce que depuis le départ, si je dis pas de bêtises, tous les entraîneurs qui ont été nommés, je crois que c'est même toi-même qui disais ça sur une conversation, que eh bien, tous les entraîneurs ont été nommés sans pour autant qu'Ineos on va dire, force un quelconque choix, hein. Vira, Galtier, Favre. Finalement, est-ce que c'est pas logique qu'Ineos mette un peu plus les mains dans le cambouis? Dans les faits, en fait, de toute façon, pour l'instant, bah, River, bien sûr, c'est le président, mais maintenant, de toute façon, le club appartient à Ineos, donc c'est eux qui choisissent et qui ont de toute façon le dernier mot au final. Et en fait, dans les faits, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est pas forcément eux qui ont choisi Vieira, Galtier ou Lucien Favre. Donc justement, en fait, dans les faits, ça fait 3 fois que on peut-être c'est trop simpliste, hein, mais par exemple, on leur a dit: «Bah, on prend cet entraîneur-là, faites-nous confiance». Et en fait, ils voient qu'au final, il y a eu des résultats décevants, des problèmes, enfin des choses qui ont pas forcément été très, très bonnes dans le club. Donc du coup, en fait, ils doivent se dire: «Bon, bah, ça fait 3 fois, peut-être que maintenant, ça serait bien aussi qu'on fasse un peu plus partie de ce choix-là». Ce qui est dommage, c'est que là, ça tombe au moment où c'est, par exemple, Florent Ghisolfi ou Fabrice Bocquet qui va faire venir un entraîneur, et je pense que ça aurait été bien de leur faire confiance. Mais là, justement, on paye les expériences passées qui n'ont pas été forcément concluantes avec les anciens entraîneurs, et du coup, Ineos se dit: «Bon, bah, cette fois, on choisit nous». Donc du coup, d'un côté, pourquoi pas, mais je pense que et justement, on aime ce mot dans le club, hein, ça devrait être fait de manière collégiale, et je pense qu'à un moment donné aussi, si tu nommes des gens au sein du club, à la direction sportive, à la direction générale, bah, c'est pour leur faire confiance derrière. Donc tu as nommé ces gens-là, tu as nommé Fabrice Bocquet, Florent Ghisolfi, qui ont quand même fait, de bonnes choses dans leurs, expériences passées. Fais-leur confiance au moins sur une saison pour voir ce qu'ils commencent à construire, et après, bah, si ça va pas, pourquoi pas essayer de donner des dons. Après, justement, ils sont pas forcément très, très connaisseurs dans le football. Ils ont fait confiance à ces gens-là, ils ont recruté ces gens-là, bah, laissez-leur leur chance. C'est un peu dommage justement d'être dans ce mode-là, hein, dire non, bah, nous on a fait confiance pour les anciens entraîneurs, et ça s'est pas forcément bien terminé à chaque fois. Donc du coup, maintenant on choisit. Enfin,
Justement, il y a un problème. En fait, dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et les derniers jours, même les dernières semaines, en fait, il y a un problème où tu as l'impression que personne tire dans le même sens et tout le monde dit ce qu'il pense lui. Mais tu as l'impression t'as l'impression qu'ils se parlent tous, mais de très loin. En fait, il n'y a pas Mm. de réunion où ils essaient de tous se mettre d'accord. Et ils disent juste, c'est tu sais, dans un open space, ah, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Oui, mais du coup, ben, prenez une salle de réunion et parlez-vous, tu vois. C'est un peu cette impression-là que j'ai. Essayer d'être tous sur la même. C'est compliqué d'être tous sur la même longueur d'onde, d'avoir la même ligne directrice, mais essayer de trouver quelque chose qui ressemble, d'avoir des compromis, d'essayer d'avoir une vision qui essaie de ressembler à quelque chose. Parce que là, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Donc moi, je serais plutôt d'avis de faire confiance à la direction actuelle. Honnêtement, pour Jean-Pierre River, je sais pas si déjà il a encore envie. Il faut pas oublier qu'il a fait déjà tellement pour le club. Honnêtement, il a fait énormément. Sur les dernières saisons, je l'ai trouvé un peu plus en retrait. Quand il a fait venir Lucien Favre, je l'ai retrouvé un petit peu, notamment en conférence de presse. Il avait l'air très content. Il était un peu de retour. Et là, je pense que le fait que ça se soit mal passé, c'était un peu un coup dur aussi pour lui. Il y a quand même eu beaucoup de coups durs. Il a eu beaucoup de choses à gérer depuis toutes ces années. Donc peut-être un peu fatigué aussi, un peu lassé, ce que je pourrais comprendre. Après, à ce moment-là, si c'est ça, il faut qu'il en discute avec Ineos pour voir ce qu'il veut faire. Mais voilà, moi, si, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment cette confiance en notre nouveau duo, on va dire, Fabrice Bocquet, Florent Ghisolfi, parce qu'ils ont prouvé qu'ils savaient faire de bonnes choses. S'ils veulent donner des conseils, Ineos, c'est bien sûr, ça serait très bien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on entend de dire ah ben Jean-Claude Blanc, il a dit qu'il voulait faire venir Thiago Motta, Mm. Braceford, il veut faire venir Graham Potter. Ah, en fait, Ghisolfi voulait faire venir Régis Lebris. Ouais, enfin, et en plus, tout ça, ça sort dans les médias. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais je trouve qu'il y a tout qui sort dans les médias. Comme pour Schmeichel, ça fait déjà 2 fois qu'il y a un article sur lui qui sort. Je veux dire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le club, on est au courant, quoi. Donc bon, Mais pour certaines choses, c'est bien, pour d'autres, c'est pas forcément c'est très ça bien, aussi quoi. le problème, et c'est peut-être la grosse différence, Romain, tu le confirmeras peut-être, c'est que depuis que Fournier n'est plus au club, lui qui faisait peut-être un peu plus tampon avec les journalistes et qui filtrait un certain nombre d'informations, alors des fois c'était pas forcément une bonne chose, mais au moins on avait peut-être un peu moins d'informations de ce type-là, parce que bah, finalement ça vient confirmer l'article en septembre, mais aussi on peut parler du timing de certaines sorties médiatiques qui des fois ont pu pénaliser les clubs. Ah ouais, non, mais après, clairement, hein, Fournier, il était connu et réputé pour ça. Avec lui, c'était voilà, c'était pas la transparence la plus totale. Lui, il filtrait tout. Il avait ouais, une bonne mainmise avec Nice Matin. Et c'est vrai que lui, ouais, faisait un gros travail là-dessus. Maintenant, moi, je pense que si Ineos, pour parler de ce que disait Jérémy, si Ineos veut faire grandir le club, faut qu'ils s'occupent de leur entreprise Ineos et qu'ils lâchent un peu le monde du ballon. Ils y connaissent rien et pour moi, c'est un petit peu comme un petit garçon capricieux qui veut gérer, qui veut mettre un pion de temps en temps dans son équipe. Euh, ils voulaient mettre des Anglais. Bon, voilà, ils ont mis des Anglais. Ils ont mis donc Ramsey, enfin des Anglais, des joueurs qui venaient de Première Ligue. Donc Ramsey, Barkley, Schmeichel. Ok. Là maintenant ils veulent mettre l'entraîneur, alors qui nomme un directeur sportif. On dirait que voilà, ils ont le club, c'est eux les actionnaires, c'est eux qui donnent l'argent, etc. Mais à un moment donné, faut respecter certaines règles enfin, dans les clubs de foot. Actuellement, ça se passe comme ça. Il y a des échelons, et chacun a son rôle pour, bah voilà, pour travailler. Euh, enfin voilà, moi j'ai un peu ce ressenti. Et à dire vrai, je crois même que Jean-Claude Blanc ne sait toujours pas ce qu'il fout à Ineos. Il n'a toujours pas de. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'on n'a pas eu de conférence de presse de sa part, etc. C'est qu'aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il doit ou ce qu'il va gérer dans le futur, dans le groupe Ineos. Et je trouve ça très grave en fait. C'est que un homme
de son envergure au niveau footballistique, hein, je parle, avec tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain et tout, c'est qu'aujourd'hui, Ineos euh, est même capable de, pas de mentir, mais de prendre un mec, mais en lui donnant aucune responsabilité. Voilà, et pour moi, je trouve ça très grave. Et ce qui se passe avec rien que le choix de l'entraîneur, au bout d'un moment, tu veux un entraîneur clinquant, bah tu mets pas Guy Solfi en termes en DS, en directeur sportif. Tu prends un directeur sportif plus réputé. Ah, c'est sûr, c'est pour l'instant Nice, tu fais pas rêver. Mais si tu allonges les billets, tu fais un peu plus rêver. Donc voilà, moi il y a plusieurs choses que j'arrive pas à comprendre. Euh, voilà, c'est comme disait Jérémy, soit tu fais confiance, soit tu fais pas confiance, mais tu peux pas faire confiance à moitié. Sinon, le directeur sportif, il perd toute sa crédibilité. Et là, après, au niveau des joueurs, des nouvelles recrues, enfin voilà, ils savent très bien que le directeur sportif n'a pas son mot à dire et que de toute manière, ils auront affaire à Ineos et que une partie du vestiaire aura affaire à Guy Solfi. Et tu peux pas avancer comme ça. Si, si chaque poste n'est pas bien délimité, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, c'est l'anarchie. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il parle énormément de Première Ligue. Alors, on a parlé l'année dernière du potentiel rachat de Chelsea. Là, on parle avec insistance du rachat de Manchester United. Mais si tu es si fan de ce championnat-là, pourquoi tu ne vas pas voir comment ça bosse chez City, par exemple? Moi, je te dis un truc. Moi, je te dis un truc. Aujourd'hui, ils veulent faire leur pôle performance à Nice. Ok. Ils ont racheté les terrains. C'est dans les tuyaux. Ils refont tout le centre d'entraînement. Ça coûte une blinde. Ça devait être fini en 3 semaines. Ils ont à peine fini un étage. Enfin bref, passons. Euh, Aujourd'hui, tu rachètes Manchester. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour toi, un pôle performance au niveau Formule 1, au niveau cyclisme, au niveau voile, au niveau bon, football, allez, on va enlever le pôle football. Mais ça fait plus rêver, ça fait plus clinquant d'être sur la French Riviera que dans un vieil immeuble de Manchester. Après, pour moi, hein, et c'est que mon avis, à Nice, tu as quand même une image euh, d'une ville qui est plutôt très belle. Tu as l'aéroport international, tu as tout ce qu'il faut. Et en même temps, tu peux mettre un pôle performance où tout le monde va en parler et dire, bon, bah voilà, le cadre, il est tel qu'il est, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour moi, Nice, en fait, ça a été, je sais pas comment dire, Une carte mais postale? c'est, voilà, exactement. Voilà, je cherchais le mot. C'est plus pour moi une carte postale qu'un réel engouement pour la Ligue 1, pour voilà, c'est juste le bon, le bon club et le bon endroit pour mettre en place tout ce qui est pôle performance, etc. Moi, je le vois comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font autant d'investissements à Nice et voilà. Et après, mais seulement, putain, si c'est pour éloigner le football de Nice juste pour mettre un pôle performance, laisse-moi les locaux de Charleroi. Ouais, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, de toute manière, hein. Je pense que on est peut-être beaucoup dans la communauté de l'OGC Nice. Alors, je parle uniquement sur Twitter, hein. La tendance qui se dégage, c'est une sorte de désamour Ah, total. Mm. total avec les joueurs. Alors, on peut être déçu des performances, déçu de certains résultats. C'est le lot de tous les supporters. Mais là, il y a un fossé qui s'est créé parce que on sent que il y a certains types de joueurs, certains profils qui nous manquent cruellement. Et pourquoi il y en a autant qui adorent Laborde? C'est parce que Laborde, sur un terrain, il se donne énormément, il rate pas mal, mais il se donne énormément. Et surtout, c'est un mec qui va jamais rien lâcher et qui mentalement va être au top. Aujourd'hui, on manque, je pense, de caractère, de grinta, de joueurs peut-être un peu moins forts, un peu moins cotés, mais qui sont des besogneux. Et, et j'ai envie, je pense qu'on a tous envie de voir un mercato 100% fait par Ghisolfi, qu'on lui laisse un peu les mains libres, qu'on le mette un peu dans les meilleures conditions parce que
Arriver et puis 2 mois après faire Mofi Youssouf avec des sommes effectivement très importantes, mais quand même, c'est deux joueurs qui ont apporté énormément au collectif. Je sais pas, c'est extrêmement mal géré et je comprends pas comment à ce niveau-là, avec toutes les ressources matérielles et financières, tu puisses pas faire développer ce club alors que il y a sûrement des gens qui sont extrêmement compétents et qui y travaillent, quoi. Après, Pancho, juste un truc. Ghisolfi, bon, très bien, il a fait Mofi, il a fait India Chimier, très bien. Maintenant, moi, juste ce que je veux dire, et ça, je l'ai su il y a pas très longtemps. Tout le monde a critiqué après le match de Bâle, le match retour. Ouais, pourquoi il a fait sortir tel joueur, tel joueur, tel joueur. En fait, j'ai su que les joueurs étaient morts à la 60e minute. Et j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment ils peuvent être morts en ayant fait tourner, je crois que c'était à Brest. Hmm. C'était ça, le C'est match ça. où il met. Ouais. Ouais. Comment ils peuvent être morts en ayant eu le match de Brest off, enfin bref. Et on m'a répondu. Donc aujourd'hui, au niveau pas Performance, les mecs là qu'il a recrutés là, d'ailleurs de Lens, où il disait que ils étaient là pour gérer le physique des joueurs, Hmm. etc. Euh, Si tu nous fais venir des mecs comme ça et que un match, un quart de finale de Coupe d'Europe, les joueurs ils n'arrivent pas à faire plus de 60 minutes alors qu'ils ont été en vacances le week-end d'avant. Après, au bout d'un moment, il va falloir que Guy Solfi, et encore une fois, j'attends de voir le mercato d'été avant de tirer des enseignements, mais il va falloir que lui aussi, qu'il ait bien en tête qu'il faut qu'il se mette au niveau. Que ce qu'il a fait à Lens, c'est très beau, c'est très bien. La preuve où ils en sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on attend autre chose. Et tu es censé, entre guillemets, avoir un budget plus conséquent que Lens. Et des fois, et d'ailleurs on l'entend de plus en plus, c'est des fois plus compliqué de travailler avec un budget plus conséquent qu'avec un budget réduit. Parce qu'on ne peut pas t'en vouloir, c'est un budget réduit. Hmm. On te dit, bon, bah voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et par contre, quand tu fais un parcours de lance, bah, tu deviens magicien. C'est ce qui s'est passé à l'époque avec Fournier, quand il avait fait Cerise, Vitanic, enfin la série qu'on avait connue d'Albert, Ricardo. Mais aujourd'hui, tu as de l'oseille. Et faut pas qu'il se loupe. Parce que pour moi, Mofi, c'est pas un coup de folie. Et Andia Chimier, il le suivait déjà quand il était à Lens. Hmm. Et de ce que moi j'ai su, c'est bah, je crois que c'était même le Lensois qui était venu dans ton émission, hein, Pancho. Il me disait que Guy Solfi, il était très bien entouré à Lens. Hmm. Donc Tout à fait. voilà, Qu'il était plutôt responsable des négociations et que Thiel était plutôt responsable du c'est recrutement. ça, Tout à fait. c'est ça. Mais bon, il est entouré d'autres personnes à Nice. Et bon, je souhaite en tout cas que il ait justement Moi aussi. ses mains libres. Mais bon, avant d'avoir ses mains libres, il faut savoir qui sera l'entraîneur de l'OGC Nice. Alors, Mm. on n'en a pas parlé. C'est vrai que ces derniers jours, des noms sont sortis. Celui qui, d'après Foot Mercato, tiendrait un peu la corde au travers de deux entretiens réalisés avec Ghisolfi, si les informations sont exactes. C'est Graham Potter, l'ancien entraîneur de Chelsea qui a été l'un des bâtisseurs du projet de Brighton en Première Ligue pendant plusieurs années. Bon, je vous demande pas votre connaissance absolue de Graham Potter, mais Jérémy, toi, déjà peut-être ton avis sur le choix du coach. Ineos veut mettre le nez un peu dans ces négociations-là et veut mettre aussi peut-être un coach estampillé Première Ligue à la tête du club. Ça sonne comme on va dire comme une cohérence, enfin comme quelque chose de cohérent au vu du recrutement de l'été dernier, finalement. Le profil, en tout cas cet entraîneur-là, oui, moi, me va, hein. Enfin, c'est quand même un entraîneur qui a prouvé justement à Brighton de belles choses. Son passage à Chelsea, je le mentionne pas trop parce que ça a été très compliqué cette saison pour eux en Première Ligue. Euh, je pense qu'en fait, ça serait le profil qui pourrait un peu satisfaire tout le monde.
que ce soit Ineos, que ce soit notre direction actuelle, ou que ce soit après nous, les supporters ou même les joueurs. Je pense que c'est un profil justement, un entraîneur qui est quand même encore assez jeune, qui a de belles idées, qui a quand même fait justement, tu le disais, de belles choses à Brighton. C'était quand même, et il a fait par palier, mais c'est quand même une équipe qui a toujours été, les quelques fois où je l'ai vu jouer, qui était quand même assez agréable à voir jouer, honnêtement. Donc je pense que voilà, ça serait un entraîneur qui pourrait faire, euh, enfin, qui pourrait vraiment satisfaire tout le monde. Et vu le temps qu'il nous reste avant le mercato d'été, je pense que ce serait le meilleur choix. En plus, il est libre de tout contrat, donc on n'aurait pas besoin de négocier avec un autre club. Donc ça pourrait faire gagner beaucoup de temps. Je trouve que là, à l'heure actuelle, à l'instant où on parle, ça serait le meilleur, peut-être le meilleur choix de la liste, en tout cas, des entraîneurs qu'on a eu ou dont on a eu connaissance dans les médias, en tout cas. Donc, ben, j'aimerais bien que ce soit lui ou un autre entraîneur, en tout cas, que ça s'accélère vraiment parce qu'on est justement déjà bientôt au mercato d'été et on a déjà du retard en fait, hein. On a déjà du retard sur la préparation de ce mercato-là, on va pas se le cacher. Donc il faudrait qu'on minimise un peu ce retard, que l'entraîneur arrive vite pour avoir justement quelques recrues qu'il aurait choisi avec la direction sportive. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est qu'on recrute un entraîneur, bon, comme tout le monde, hein, mais qu'on recrute un entraîneur qui vienne pour vraiment quelques années, qui construise quelque chose, qu'on lui laisse le temps de construire quelque chose, et surtout qui ait vraiment une ligne directrice des dirigeants à l'entraîneur jusqu'aux joueurs, qui est vraiment un groupe, et pas qu'un groupe de joueurs, mais qui est un groupe et un club qui vivent vraiment quelque chose ensemble. Comme on va prendre l'exemple de Lens, hein, je pense que c'est le meilleur exemple, mais tout le monde tire dans la même direction, en tout cas en apparence, et ils ont les résultats. Moi, j'aimerais au moins qu'on ait la même chose pour avoir une stabilité qu'on n'a pas eu les dernières saisons. Et c'est ce qui fatigue tout le monde, de toute façon. Donc voilà, moi en tout cas, oui, Graham Potter, oui. Et si c'est pas Graham Potter, en tout cas, j'aimerais qu'il y ait un autre entraîneur et que ça se fasse vite pour qu'on puisse travailler cet été, quoi. Romain, Graham Potter, je sais que t'es un suiveur assidu de Brighton notamment, et de toute la Première Ligue et de la Championship anglaise. Bien sûr. Mais justement, ce choix-là, bon, un homme de projet, est-ce que tu penses que l'OGC Nice doit se tourner vers ce type de profil d'entraîneurs qui ont su développer un projet, du moins là en l'occurrence Brighton, mais comme l'a dit Jérémy, il faudra dans tous les cas donner au futur entraîneur du temps. Ça me fait penser un peu au livre de Bocquet, hein, lorsqu'il était au FC Lorient, où justement il établissait un plan sur 5 ans. À l'époque, c'était avec Christian Gourcuff. Donc j'ose espérer que ce sera la même chose. Toi, ton avis sur le nom et sur le profil de l'entraîneur, est-ce que tu penses que on est parti pour peut-être annoncer rapidement l'entraîneur au club? Alors moi déjà sur le nom Potter, moi j'aime bien. Enfin après c'est vrai que on va pas se le cacher, on a commencé à bien le connaître quand il a débarqué à Chelsea, le pauvre. Il est tombé dans une merde lui aussi. C'était quand même pas mal. Mais après par rapport à son parcours, ce qu'il a fait et ce qu'il a bâti, ouais c'est ça peut être l'entraîneur qu'il nous faut. Maintenant, au-delà de laisser du temps, moi j'aimerais qu'on lui donne les outils. Voilà, c'est surtout ça. Qu'on lui donne les outils dont il a besoin, qu'on lui donne déjà cette confiance et qu'il se sente épaulé par toutes les composantes du club. Et pas comme je le disais tout à l'heure, que Ineos enfin le groupe, le clan anglais, le clan français se tire un peu la bourre, quoi, ou se tire dans les pattes. Donc j'aimerais vraiment, ouais, comme disait Jérémy, qu'il y ait vraiment une union sacrée autour de l'entraîneur et autour du staff qui va mettre en place. Je pense que le staff va un petit peu évoluer quand même. Hmm. Euh, donc, euh, donc voilà, moi c'est au-delà du temps, j'aimerais que pour une fois, on donne les outils, les bons outils à l'entraîneur, qu'on lui donne un groupe de joueurs avec lequel il peut partir en stage de préparation complet, ou au moins complet,
complet au moins aux trois quarts, on va dire, et qu'il y ait des petits ajustements qui soient faits. Allez, à la limite, prendre un bon coup à la dernière minute du mercato, ça ok. Mais comme le disait Dante, tu peux pas le 30, le 30 enfin à 24 heures de la fin du mercato, Mm. tu peux pas prendre 6 joueurs, c'est pas possible. Donc pour un entraîneur, tu peux pas. Donc moi voilà, j'aimerais vraiment et j'espère que le choix de l'entraîneur est acté et que Guy Solfid commence à travailler avec lui. Parce que sinon, ouais, on prend déjà un gros retard. Voilà. Et qu'il Et attend. j'espère que, que c'est acté depuis Mm. même un certain temps, tu vois, qu'il n'y ait pas la signature, etc. Ok, mais que il y ait une parole comme il y avait pu avoir avec certains entraîneurs avant, qui est voilà, ce truc de se dire, bon, bah voilà, on sait avec qui on va travailler, qui sont en relation déjà avec le DS pour pouvoir préparer la saison prochaine. Si tu la prépares le 1er juin, t'es mort. Enfin, le 1er juillet, pardon, t'es mort. On va tous espérer que le lendemain de Lyon, il y ait justement une annonce qui puisse nous permettre d'appréhender le mieux possible cet été qui s'annonce assez rocambolesque, mais assez paradoxalement, Optimiste. toujours, assez paradoxalement, j'ai surtout hâte que la saison se termine et qu'on se tourne justement eh bien, aux rumeurs de transfert, aux rumeurs de coach, etc. Je pense on en a tous besoin pour nous rassurer. Mais vite que notre club redevienne un club avec un projet solide. Ça fait trop d'années qu'on gamberge totalement et on perd de précieuses munitions qui auraient pu nous permettre de remporter peut-être au moins un trophée. Eh bien nous, on se retrouvera sans doute dimanche, le lendemain de Montpellier-Nice. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Elle a été quelque peu pimentée par les allées et venues de Emmanuel. Voilà, c'est le lot aussi des lives et des mauvaises connexions. Ça peut arriver. Jérémy, Romain, merci à tous les deux. Merci à toi. Non, merci à toi. Passez une très très bonne soirée. On se retrouvera donc, eh bien, je le disais, dimanche pour Montpellier. On se retrouvera aussi pour Lyon. Et on se retrouvera rapidement eh bien, pour un live de fin de saison avec Sky, notamment une libre antenne à laquelle vous êtes toutes et tous eh bien, les bienvenus pour débriefer et verser nos larmes, ou bien, devrais-je dire, boire nos larmes sur cette fin de saison. Passez une très très bonne soirée. Merci au chat et aux personnes présentes. Passez une bonne soirée et Issa Nissa.